Et c'est parti pour un voyage. Eu quero te ver na praia, eu quero te ver dançar, eu quero te ver na praia, eu quero te ver e amar. E ela só quer pôr do sol à beira-mar, praia da Barra e na imensidão descobre. Tudo pode não ir em silêncio, a te amar sem compromisso refletir. Yeah. Bienvenue à cette nouvelle vidéo avec nous, Flo de la Vega. Je suis tellement heureux de vous le présenter. Si vous ne le connaissez pas, à mon avis, vous avez déjà entendu parler de son histoire, de son vécu, mais il y a plein de choses que vous allez très certainement découvrir dans cette nouvelle vidéo. On va parler de plein de sujets, de plein de thèmes. On va tout simplement nous laisser traverser par l'instant, par ce qui est là, par tout simplement ce qu'on a envie de vous partager ensemble. Donc ça va prendre la forme d'une discussion. On va poser des questions, on va se laisser traverser par tout ce qui est là. Je crois que c'est le thème aussi du flow, quoi. Du flow, exactement. Trop cool, merci pour l'invitation et puis bon voyage à nous. C'est ça, trop bien. J'ai envie de démarrer en fait par la première discussion qu'on a eue en rentrant ici. Donc déjà merci de m'accueillir chez toi, c'est trop cool. Plaisir. C'était sur l'ego bienveillant. Donc un être se reconnaîtra très certainement quand on partage ça. On a fait une aventure ensemble, donc Flo fait des retraites pour les hommes, des aventures introspectives, et du coup j'en ai fait partie de la deuxième cohorte. Yes. Et c'était très très cool. Et du coup, quelqu'un qui était là avec nous a fait ce retour qu'on avait cet ego bienveillant. Et on discutait justement de ça, de quelle était la place finalement de l'ego dans nos vies, et que de dire qu'on n'avait pas d'ego, ce que tu me disais, c'était un peu le début de l'ego. Et ouais, j'ai bien envie que tu nous dises un peu ton point de vue justement sur l'ego, mais aussi du point de vue artistique, parce que il en faut aussi pour monter sur scène, pour incarner ça. Ouais, carrément. Moi, ce qui est hyper intéressant avec le côté ego, c'est que j'ai découvert que pendant les 20 premières années de ma vie, mon ego c'était basé sur l'étiquette de je suis quelqu'un de timide, d'effacé, qui veut pas se montrer, qui a peur de la lumière. Et c'est vrai que c'est quelque chose j'entends assez souvent dans les échanges autour du développement personnel, de la spiritualité. Cette opposition entre ego, je me montre, et on oublie que celui qui veut pas se montrer, c'est juste la même médaille, c'est juste le revers, quoi. C'est le revers, ouais. Et en fait, plus ça va, et plus je me dis que l'ego est une force, c'est un outil incroyable, et qu'à partir du moment où j'arrive moi à le mettre au service de quelque chose qui a du cœur, qui a du sens pour moi, ouais. Alors l'ego prend peut-être cette place qu'on appelle d'ego bienveillant, mais et plus ça va, et plus je déconstruis, et plus je me dis mais est-ce que ça existe vraiment un ego malveillant? Alors effectivement on peut avoir celui qui écrase l'autre, celui qui vient manipuler, mais au-delà de ça je crois que ouais, on a tous un ego, et il s'agit juste de le mettre au service de ce qui a du cœur pour nous, quoi. C'est trop bien. Et quand tu parles, du coup, ce qui me vient tout de suite, c'est un peu la discussion qu'on avait aussi hier soir sur le mental, de comment mettre au service finalement ce mental, parce que c'est pareil, j'ai l'impression que tu sais, il y a l'ego et le mental, ils ont tous les deux mauvaise réputation dans la spiritualité. C'est les mauvais élèves. Ouais. Ils sont là en nous, on dit mais qu'est-ce que vous faites là, quoi. Et puis des fois il y a même des courants qui essayent de les faire taire, tu vois, de les arrêter, comme d'essayer de les mettre à l'extérieur. Et on voit, comme tu dis, que quand on les met à l'extérieur, ça les renforce, en fait, et qu'après ils nous reviennent comme voilà. Et donc là, comment finalement intégrer tout ça, donc l'ego, voilà. Et au niveau du mental, toi, ça serait quoi ton point de vue là-dessus, comment arriver, tu vois, à l'inclure dans nos activités? Parce que j'imagine, tu vois, quand tu montes sur scène, quand tu vois, tu vis ce truc-là, je pense qu'il doit se tourner, il doit se dire plein de trucs aussi. Ouais, de ouf. Je crois qu'il y a, comme tu dis, dans le courant spirituel, il y a ce truc de faire taire l'ego et d'accéder à la présence, et comme ultime état dans lequel il faudrait être. Ouais. Et moi, je sais que j'ai mené cette bataille pendant un peu les premières étapes de l'éveil, où j'étais contre mon ego. Et donc, je suis passé par des phases où je voulais plus avoir d'apparence. Donc, je me suis sali. J'ai commencé à plus vouloir être beau, parce que j'avais été identifié avant comme quelqu'un de beau. Donc, c'était non, faut pas s'identifier à mon image. Et avec le parcours, je me suis rendu compte que c'était le même ego qui était juste en train de jouer à notre jeu.
Et donc, j'ai commencé un peu à lâcher prise sur cette idée de vouloir me détacher du mental. Je me dis, voilà, c'est un flow qui est là, qui est constant, qui me montre qui j'ai été, comment je me suis construit. Mon mental, c'est juste ma mémoire, en fait. Ouais. La mémoire du monde, la mémoire de mes ancêtres. Et ça me montre juste comment je vois, quel est le filtre au travers duquel je vois le monde. Ouais, Et, nos croyances, quoi. Ouais, voilà, les croyances. Et en fait, je me dis, ben, c'est ça. Et quand c'est ça, j'ai juste à me dire, est-ce que c'est celle-là que je veux valider ou est-ce que je veux la transformer? Parce que je sais que j'ai le pouvoir de la transformer, que je suis illimité dans mes croyances et que je peux aller un peu plus loin. Donc aujourd'hui, j'ai plus cette crainte du mental. Ouais. Je me dis toujours, tiens, c'est marrant. Dans telle situation, je pense comme ça. Tu vois, là, il y a cet avion. Et je pourrais croire que c'est gênant pour notre live, que ça va venir perturber. Et en fait, non, chers amis, ceci est une immersion. Nous sommes dans un village près d'un aéroport. Donc il y aura probablement d'autres avions. Mais ouais, c'est plutôt ça aujourd'hui, ma relation avec le mental. Je pense qu'il est nécessaire dans un premier temps de réussir à se désidentifier pour aussi comprendre qu'on a une autre nature en nous et que plus on laisse de place à cette nature qui est silencieuse, plus justement ce mental peut se mettre dans une position différente, notamment avec la créativité, avec les prises de décision dans nos vies, avec justement ce côté je crée ma réalité, tu vois. Ouais, complètement. J'ai envie du coup de plonger aussi dans toi, ton histoire, qu'est-ce qui a fait que du coup cette... on va dire cette chose s'est éveillée en toi, tu vois, cette nature, tu vois, au-delà de la nature physique qu'on connaît. Du coup, bah, évidemment, à travers ton parcours artistique, musical, je pense que tu as vécu déjà pas mal de trucs. Tu peux nous raconter un petit peu le défilé et peut-être les checkpoints de prise de conscience de choses qui ont... Il y a eu un gros checkpoint qui a été ce que j'ai appelé mon éveil, tu vois, mais finalement... c'est un peu bizarre de séparer la vie d'avant comme si avant j'étais pas éveillé parce qu'avant j'ai été forcément à l'écoute de cette voix intérieure puisque j'ai quand même souvent été seul dans mes process, beaucoup solitaire, et je me rends compte que j'ai toujours fait des choix un peu particuliers qui venaient d'une partie de moi qui c'était genre une évidence, tu vois. Et donc j'ai pris des chemins comme ça, comme commencer la guitare, comme m'engager dans des voies qui n'étaient pas du tout prédestinées, où j'avais pas un environnement autour qui m'envoyait vers là. C'était moi tout seul, parce que j'étais dans ma solitude, et je me dis, ah, ça m'appelle, j'y vais. Donc je pense que j'avais déjà cette connexion avec moi-même. J'ai vraiment pris conscience de cette partie de moi quand j'ai lu le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle. Ça a été la révélation consciente. Je conscientisais que j'avais une magie en moi, et que je pouvais y accéder juste en m'amusant. Tu vois, c'était vraiment le début de me détacher du mental. Je m'amusais à marcher, me dire, tiens, j'arrivais à sortir de ça. Et j'adorais ce truc, et du coup, ça m'a permis de comprendre que je pouvais, face à des conflits, ça a été aussi dans cette période-là où j'étais en conflit avec le monde, tu vois, j'étais en crise, j'étais dans le show business, dans le couple. Ça m'a permis de me dire, waouh, à chaque fois que j'accède à cet espace-là, je me laisse pas emballer par le monde extérieur, je me laisse pas emballer par l'émotion de l'autre, par le rêve de l'autre, et je peux garder une certaine maîtrise dans des moments où, bah, quand tu es exposé sur scène, tu connais toi aussi, le stress peut créer quelque chose d'assez compliqué, tu peux perdre tes moyens. Ouais, tu peux te bloquer, te fermer, Tu peux rentrer dans le jugement. Moi, j'ai passé des concerts entiers à me juger. Ah ouais. T'as cette petite voix qui te parlait. Tu utilises tout ce que tu vois pour ne pas valider qui tu es, ce que tu es en train de faire. Et donc, l'accès à la présence m'a permis vraiment de dire, attends, mec, c'est juste ton mental qui est en boucle sur quelque chose enfin, tu t'es construit sur ça, et donc ça revient juste à ce moment-là. Et petit à petit, je me suis rendu compte que plus j'accédais à cet espace, plus je créais de la distance sur ce mental, plus moins je lui donnais de force, et du coup, moins il était consistant, et moins il existait, en fait. Et plus je pouvais me dire, mais en fait, c'est faux, cette idée, je suis pas un timide, en fait. Il faut que j'arrête avec cette idée. C'est plus moi. Et voilà, et du coup, après, ça fait une dizaine d'années que je suis dans ce chemin, donc des transformations, il y en a maintenant tout le temps, en fait. Presque tous les jours, en fait. Ouais, c'est ça. Chaque jour, t'as un reset, et tu te dis, ok, ça va être quoi aujourd'hui, la compréhension, tu vois. Ouais, c'est intéressant. Moi, c'est vrai que ça me fait vachement miroir pareil, tu sais, j'étais en mode vachement timide et tout ça, et juste casquette énormément. Et puis après, je commençais le jonglage, et c'est vrai que le jonglage m'a appris ça, parce que, alors je sais pas
pour la musique, je pense peut-être tu peux arriver plus à, on va dire, enrober un truc. Dans le jonglage, en fait, quand t'as la balle, elle tombe, c'est genre, les gens ils disent ah, tu vois. Ouais. Et c'est Ouais. pas genre, ouais, ou alors tu fais une fausse note, ça peut être peut-être un peu le même truc. Je vois ce que tu veux dire. Mais c'est très visuel, c'est très, tout le monde l'a vu. Tu sais, même si des gens, tu sais, les fausses notes, des gens ils peuvent pas l'entendre s'ils sont pas trop musiciens. Ouais. Une balle qui tombe, tout le monde le voit, tu vois. Ouais, c'est ça. Et du coup, moi, ça m'a vachement appris de présence, parce que si je suis pas présent, dès que je commence à me raconter un truc, blouf, la balle elle tombe, ça me ramène valides, ouais. direct. Et du coup, moi, ce que je me suis amusé aussi à faire, c'est prendre la chute comme faisant partie du numéro. Ouais. Et j'incluais même des chutes prévues dans le numéro. Ce qui faisait que du coup, à la fin, j'avais tout gagné quand les gens ils venaient me voir, ils me disaient, mais t'as fait exprès de faire tomber tout ça. Et je dis, ah, c'est pas. Et c'est vrai que c'est assez chouette de jouer avec cette présence et on fait tout le temps des allers-retours. Je pense même sur scène, on n'est jamais genre 100% présent du début à la fin. Ouais. Et du coup, d'arriver à jouer avec ça, avec cette forme de présence, tu vois, d'aller-retour, d'aller chercher le public, de parler d'un truc, Complètement. ça aide aussi à être plus fluide, je pense. Ouais. Moi, ce que ça me fait penser à la vulnérabilité finalement. Et oui. Accepter que ce que tu es, c'est juste. C'est clair. Et que dans cette justesse, il y a des chutes de balles, il y a des fausses notes, il y a des moments de stress. Parce que je crois que dès lors que, en fait, le monde du spectacle et le monde de la performance scénique crée aussi beaucoup de troubles. En tout cas, moi, me crée du trouble dans le côté, il y a une perfection à atteindre de la note, du show, et c'était très enfermant au début, ça me mettait beaucoup de pression. Et moi, mon switch, ça a été justement d'accepter que non, la vérité, elle va être dans mon don. À partir du moment où je mets la fausse note, mais que j'ai tout mis, je suis aligné finalement. Et parce que ça venait tellement de moi, et moi, je suis quelqu'un de fragile, je peux pas être quelqu'un de performant à 100%. Je suis là pour montrer ce qu'est un artiste, selon moi, c'est ça, c'est quelqu'un qui s'ouvre à sa vulnérabilité et à son authenticité dans la transparence, dire voilà, je suis ça, là, tout de suite avec vous, et il y a des moments où ça va être waouh, des moments où ça va être oh waouh, il est comme nous. Tu vois, et je pense que c'est ça aussi qui touche les gens, en tout cas ce qui me touche, moi, c'est ce côté-là. C'est clair, ça me parle vachement. Et du coup, comment tu intègres ça, toi, dans ta vie de tous les jours? Tu vois, cette forme de vulnérabilité avec ton entourage, avec tout ça, c'est quelque chose qui... tu l'as toujours intégré depuis le départ, ou c'est le chemin artistique qui t'a amené aussi à dire ah ouais, c'est vrai que je me montre vulnérable avec le public, je peux le faire dans ma vie? Moi, je crois que c'est le parcours artistique, et à partir du moment où j'ai voulu aussi créer exactement la vie dont je rêve, donc d'être vulnérable face à mes choix, face aux éventuels chemins où c'était pas exactement là, donc je reviens par là. Tu vois, accepter que tu vas te tromper, tromper, c'est pas le terme, mais accepter que tu vas prendre une direction qui peut-être va, au bout d'un certain temps, aller vers un ailleurs. Et ça, souvent, c'est perçu comme un échec dans le monde dans lequel on vit. Et accepter qu'on va être vulnérable par rapport à ça. Accepter qu'on va prendre des décisions, que par moments, ça sera hyper juste, par moments, ça sera exaltant, merveilleux, parfois un peu moins. Et du coup, à partir du moment où j'ai pris de plus en plus de décisions comme ça et de choix de je veux faire ça, je vais le faire, ben, je me suis mis face à ma vulnérabilité parce que j'étais tout le temps face à l'inconnu. Et ouais, obligé. Et donc du coup, aujourd'hui, ça fait partie de ma vie constamment. Là, je vis avec mon fils ici à Tenerife et je suis tous les jours face à ma vulnérabilité, face à mes émotions, face à ma remise en question, face à lui. J'ai aucune vérité. Je connais rien de qu'est-ce qui est juste pour être papa. Et je dois être constamment face à cette vulnérabilité parce que lui, il y a des moments où il aura besoin de ça. Et des moments où il aura besoin d'un truc qui n'a rien à voir. Tu vois, des moments, c'est la douceur, l'écoute, la bienveillance, la pédagogie. Et d'un coup, il faut que je passe dans le côté plus animal. En fait, là, c'est moi qui vais aboyer. C'est moi le alpha. Tu vois. Et ça, avant, c'était très compliqué. C'était genre, non, faut pas aller là. Donc, je me rends vulnérable à travers ça aussi. Et oui, aussi, carrément. Le sujet de la paternité, je crois qu'il est vraiment trop bien. On va bien pouvoir en parler, je pense aussi. Avec plaisir. Là, ce qui me vient de discuter aussi, c'est ce que j'entends dans ce que tu partages. Moi, j'ai vécu aussi ça. Dès le moment donné où j'ai choisi un cap dans ma vie, de me dire, notamment dans le spectacle, je me suis dit, en fait, moi, je veux faire ça de ma vie, à la base, ou après, quand je me suis dit, ok, j'ai envie de créer une entreprise ensemble, en famille, avec ma femme, mon fils, tu vois, et on vit tous ensemble, et on voyage et tout. Quand j'ai mis ce cap, c'est comme si à l'intérieur de moi, toutes ces parts, comme le mental, l'ego, etc., t'avais commencé à se mettre au service de ça, tu vois, un peu comme on parlait hier soir. Et j'ai l'impression que c'est aussi ça, toi, c'est quand t'as un cap précis, y a comme une énergie, tu vois, qui conspire à ce
ça t'accompagne sur le sujet, ouais. À fond, et c'est hyper... Moi, c'est là que je vis un peu les moments que je préfère. Ouais. Tu vois, il y a des moments qu'on aime moins dans la vie. Bah oui. Les moments de ballottement, les moments où justement on perd la vision, on perd le rêve, on perd cet impulse. Et ben du coup, l'ego, il tourne en rond, il dit bon, on fait quoi là? Donc il revient souvent sur des sujets qui n'ont pas d'intérêt, sur des croyances, sur des peurs. Et c'est des moments où je tourne en boucle. Et dès que je reprends ma vision et que je me pose, que je médite, que je visualise, et je me dis non, mais c'est ça que je veux être. Tu vois, j'aime bien me poser la question de dans un an, c'est comment je veux être. Pas me dire qu'est-ce que je veux avoir réalisé vraiment. Plus c'est dans quoi, l'état d'être. comment le flow dans un an ou dans un mois. Et souvent, ça s'accompagne de vision, j'ai plein de choses qui apparaissent. Et là, mon ego, il dit, bon, on y va, mec. Et donc, j'actionne et c'est là que je prends des grandes décisions. Souvent, après des méditations comme ça, je vais prendre mon téléphone et je vais écrire à tous les gens avec qui j'ai envie de me connecter, avec qui j'ai besoin de créer du lien pour avancer vers ce rêve. Ou je vais aller sur Instagram, je vais dire, tiens, telle personne, je vais lui écrire. Et je fais des trucs un peu fous, parce que mon ego, il est au service. Et du coup, c'est l'ego qui me permet d'être ça. Ouais, c'est ça. Quand je me suis dit je vais faire mon podcast, c'était genre il fallait que je sois aligné. Et les moments où on l'est pas, ben non, on n'y va pas trop là. Ouais, c'est ça. On est un peu fragile forcément. Trop Donc bien. l'ego, il est hyper important pour moi. Ouais, c'est génial. Trop bien. En parlant du podcast, du coup, ça sera sur quelle plateforme? Ça sera sur toutes les plateformes connues. Ok, trop bien. Donc voilà, très certainement quand vous nous écoutez, il y a Ouais. très certainement le monologue du podcast, rêveur ouais. du coup. Et carrément, merci pour Trop le bien. partage. Bah, avec plaisir. C'est cool. Ouais, donc du coup, il y a vraiment cette conspiration, etc., où il y a tout qui s'aligne et c'est super beau. Et c'est vrai que du coup, il y a aussi parfois cette notion d'échec, on parlait hier, il y a Thomas Edison, tu vois, je prends souvent cette histoire, avant de créer l'ampoule électrique comme on connaît, il a mis plusieurs milliers de tentatives. Et en fait, on lui a demandé, il y avait 9999 fois où il avait raté en fait son truc, et on lui a demandé, mais tu vas la rater une 10 millième fois ton ampoule et tout. Il a dit non, j'ai trouvé 9999 manières de ne pas créer l'ampoule électrique. Donc, et en fait, c'était ouf parce qu'il prenait non pas l'échec comme un échec, mais comme un résultat de toute une résultante de qui il est, de ce qu'il a acté, de tout ça. Et je trouve que déjà, cet état d'esprit, il aide, tu vois, à oser y aller. Et à oser, je dirais, jardiner. Tu sais, il y a un truc vachement dans la spiritualité où c'est, ouais, ok, Dieu, il sait mieux, ou l'univers, c'est mieux que moi, et je me mets au service, ce qui est aussi chouette, parce qu'on est la main de Dieu, et on va acter ici sur la Terre à partir de cette énergie qui nous traverse, de l'univers, tout ça. Mais à la fois, il y a un truc aussi où j'entends que, ouais, il y a cet ego ou cette énergie qui nous pousse à poser des actes aussi. Et donc, comment toi, tu arrives à faire le lien, ou comment ça se vit en toi, le truc de, ok, je reçois l'info, et après, bon, soit juste j'entends l'info et vas-y, faites, ou ok, bon, là, je sens qu'il y a une action à poser. Moi, je sens que c'est mes actes qui créent la réalité vraiment. Mes actes et mes prises de décision. J'ai l'impression que ça se joue dans l'immatériel en moi, par rapport à mes croyances peurs. Et donc, déjà, il y a des prises de décision. Quand je reçois une information de l'extérieur, une situation, j'ai le choix infini de l'accueillir d'une façon ou d'une autre. Donc déjà, pour moi, ça, c'est de l'action. Je suis déjà dans l'action là-dessus. Et ensuite, c'est les prises de décision. J'essaie d'être le plus spontané possible. J'essaie de me dire, ok, c'est ça que je veux, c'est quoi le pas? Ok, c'est ça le pas. Et je réfléchis plus à est-ce que c'est le bon pas. Je crois qu'il y a un truc qui a changé depuis quelques temps en moi. Ça a été de me dire, cette ampoule de Thomas, c'est un objectif, en fait c'est un peu la fin de ma vie, quoi. C'est un peu l'illumination ou la mort, tu vois, et que en fait on s'en fout de par où je vais passer tant que je vois la vie comme une exploration et une aventure. Moi je suis juste un gars curieux qui veut explorer la vie et qui va donc du coup dire tiens, si on explore par là, qu'est-ce qui se passe, comment je me sens avec cette exploration, est-ce que ça vibre fort, est-ce que c'est moins intense, est-ce que c'est aligné. Et dès que à partir du moment où j'ai vraiment enlevé ce poids du choix, ça a amené beaucoup de légèreté, beaucoup de spontanéité, et du coup, les prises de décision, elles sont assez instantanées. Parce que il y a beaucoup de choses que je réalise, et les gens qui me suivent de près, ils voient que c'est vrai que j'incarne plein de choses, mais dans l'ombre, il y a énormément de choses qui ont capoté. Beaucoup de choses où j'ai un flow, je reçois le truc. Il y a pas longtemps, je voulais écrire un livre sur les enfants. J'avais l'histoire qui était en train de défiler, tu sais, le canal. J'étais là, ok. J'ai senti qu'il fallait que j'écrive à telle illustratrice.
parce que je voulais que ce soit elle qui fasse les dessins. Je l'ai fait et ça s'est arrêté. Et j'ai dit, ben voilà, le livre n'existera peut-être pas, tu vois. Ouais. Mais si on laisse pas cette place à la spontanéité, malheureusement, on n'accède pas à cette partie-là dont on parle, tu vois, cette espèce d'alignement. Ouais. Je crois qu'il faut vraiment tenter, beaucoup. Ouais, c'est ça. Il y a une phrase qui m'a beaucoup aidé cette dernière année, c'est une phrase que j'ai lue, dont j'ai oublié l'auteur, mais c'est « Le chemin de l'excès mène au palais de la sagesse ». Et ça résonnait beaucoup parce que j'étais dans une vie excessivement intense ces derniers temps, où j'avais l'impression de me perdre et je me disais mais je sais plus où je vais, ça n'a pas de sens. Et ça m'a amené à cette compréhension que non, en fait, si je vois la vie comme une exploration, une aventure, en fait, plus j'explore et plus j'apprends de la sagesse, plus je me connais, plus j'ai des clés vibratoires pour aller un peu partout dans le monde et être libre de créer vraiment une vie qui est un peu à mon image, on va dire. Ouais, c'est ça. Et ça me parle bien parce que souvent nous on prend cet exemple de c'est pas au départ c'est une sortie de zone de confort quand tu sors de là, mais au final quand tu l'as vécu tu viens d'élargir ta zone de confort. T'es plus en dehors du coup maintenant. Et c'est ça que je trouve assez chouette dans ce truc de tu sais d'aller comme tu dis un peu vers l'excès pour aller vers la sagesse. Je trouve que c'est ça fait toucher des fois des extrêmes qui te permettent de finalement d'élargir le truc et du coup c'est plus un extrême en fait, c'est juste ça fait partie de toi ce que tu es capable d'oser. Ouais, je trouve que dans le spectacle, il y a aussi ça, mais dans l'entrepreneuriat, c'est pareil, tu vois, des fois, il y a un truc, tu te dis, ou dans la manière de faire les choses, souvent, tu sais, c'est dans le comment. Alors, tout le monde parle peut-être de tel ou tel sujet, etc., mais moi, j'ai envie de l'aborder comme ça. Si mais personne l'a fait avant moi, ou tu vois, créer un événement comme ci, comme ça, et tu te dis, ok, il y a cette part de nous qui dit, bon, allez, vas-y, je tente, j'ose. Et toi, c'est quoi qui fait que tu te dis, allez, j'ose, tu vois, un truc un peu nouveau, un peu novateur, ou... Mais je pense qu'il y a un peu de l'ego encore. Ouais. Je me rends compte qu'il y a une partie de moi un peu rebelle, un peu qui a envie de pas faire comme les autres. Ouais. Donc sur le papier, c'est genre, il veut se montrer plus original que nous, tu vois. Et au final, ça me sert parce que justement, il y a toujours ce truc de, oh, fais chier, on va pas reprendre le même chemin que les autres, tu vois. Ouais, ils l'ont déjà fait. On l'a déjà fait, enfin, c'est bon. Donc il y a cette envie d'un peu sortir. En même temps, j'ai besoin d'être rassuré, donc je suis un peu toujours entre les deux, tu vois. Je reste dans la zone du connu. Ouais. Parce que j'ai quand même cette envie de toucher une grande masse. C'est un truc, comme on en parlait hier, j'ai toujours ce truc de, j'aime imaginer toucher beaucoup de gens. Et en même temps, ramener cette nouveauté d'esprit, cette nouveauté dans la façon de proposer le message, la chanson. J'aimerais aller plus encore vers ça. Ouais. Je sens que je pourrais aller plus loin. Vers le message ? Vers la nouveauté. Ouais. Je sens que j'ai des limites encore, des limites intérieures. Des peurs en fait, des peurs de ne pas être compris, de ne pas être aimé, de ne pas être accepté forcément. Mais dans le reste de ma vie, parce que la créativité et la musique est un endroit où je suis assez fragile, comme je te le disais hier, dans le reste de ma vie, j'ai de moins en moins de crainte. Je sens que je fais des choix, arrêter les Frérots de la Vega et m'installer en forêt, c'était un choix hyper audacieux et pour moi c'était tellement limpide. Et donc tous ces petits choix de vie, dans ma création de réalité, je sais que là je suis très audacieux et j'ose beaucoup. Ouais. Parce que je vois ça comme une expérience, quoi. C'est ça. J'ai fait le choix de venir vivre loin de mon fils pendant 2 ans. Et si j'écoute les voix du monde, c'est absurde. Ouais. Et mes émotions me le disaient aussi par moments, tu vois. Et en même temps, aujourd'hui c'est en train de s'aligner parce que avec sa maman, on a décidé qu'il allait venir avec moi. Et du coup j'ai fait ce choix et là d'un coup, il y a un alignement de ouf où ça prend sens. Donc oser, moi je crois qu'il y a toujours un moment donné où on cultive, enfin on est face à l'inconnu. Ouais. Et d'un coup, effectivement, comme tu dis, c'est la maison en fait. Ouais, c'est ça. C'est plus l'inconnu. Ouais. Et on en crée des nouveaux. Ouais. Et c'est ce qui est chouette aussi, moi je trouve, dans ce truc des décisions un peu des fois folles, c'est que elles sont pas immuables, entre guillemets. Tu vois, c'est quand tu fais la décision, par exemple, de vivre un peu loin de ton fils pendant un certain temps, ça veut pas dire que tu fais toute ta vie. Exact. Tu vois, c'est une décision à un instant T qui fait que. Ouais. Et c'est vrai, même quand, par exemple, on change nos manières de fonctionner dans l'entrepreneuriat ou même dans le spectacle ou peu importe le milieu, il y a un truc où des fois, tu te dis, ouais, mais si je fais ça, imagine, ça marche pas, tout est fini. Il y a toujours un truc où tu peux transformer, modeler. Et c'est vrai que moi, les plus grandes réalisations que j'ai amenées dans ma vie, c'est parce que j'ai pas arrêté de transformer plein de trucs jusqu'à arriver à « Ah ouais, c'est ça ». Tu vois, moi, ma manière de jongler au départ, j'ai appris comme tout le monde, c'était très carré. Tu vois, j'ai appris les figures, toutes les figures. Puis une fois que je savais faire toutes les figures, je commençais à les enchaîner.
Et après, en fait, j'avais juste envie de danser. Du coup, en fait, je me suis mis à prendre des cours de danse. Et après, j'avais juste envie de danser avec mes balles, tu vois. Et ça se faisait pas trop à l'époque. Et puis ensuite, moi, le type de danse, c'était pas la danse contemporaine, c'était le hip-hop que j'aimais en moi. Donc j'ai commencé à faire du hip-hop. Puis en plus, j'ai mixé les deux. Et là, c'était hyper novateur. Et je suis arrivé à un truc où, du coup, j'ai été très rapidement connu et du coup pris dans ce milieu et puis jongler avec les meilleurs et tout, parce qu'il y avait un truc tellement nouveau, mais qui était moi. Parce que j'avais osé tenter des trucs qui s'étaient encore un peu jamais fait, quoi. C'est vrai que ça, c'est, je trouve, un chemin assez inspirant finalement de s'écouter. Parce que moi, perso, ça part de... Souvent, quand j'écoute mon cœur, tu sais, cette flamme à l'intérieur de moi, c'est elle qui me guide un peu de manière instinctive. Et je réalise, tu vois, ô combien c'était facile pour moi quand j'avais 16, 18, 20 ans d'être dans ce flow. Et maintenant que je suis devenu papa, tu sais, que tu as un peu plus de responsabilité, un peu plus de... du coup, de mental qui, tu sais, qui dit « attends, ose pas trop des trucs nouveaux, là. Là, tu es dans une zone de plus ou moins confort, stabilise ça. » Et du coup, je me rends compte que je vis des fois une abondance moins grande que ce que je pouvais vivre, tu vois, à l'époque où je suis vraiment le flow total. Et là, moi, je trouve mon chemin depuis quelques années, depuis que Eloi, il est là, mon fils, tu vois, ça fait 4 ans, donc j'essaye de retrouver ce truc, et il m'aide aussi à ça. Parce que je vois que lui, il manifeste des trucs de fou, mais des fois même sans que ça passe par nous, mais il est dans ce flow permanent de suivre son cœur, ses élans. Et comment toi, t'es avec ça aujourd'hui? Tu sens le flow en toi, tu sens arriver à le suivre plus ou moins qu'avant, ou c'est très différent? En fait, j'ai l'impression que comme je vis plus intensément qu'avant, je vis plus de flow comme ça, des flows surprenants, des rencontres. Pour moi, les flows, ils nous amènent à plein de choses dont on n'a pas idée. Justement, un peu la magie de l'univers, c'est les synchronicités, des choses qui... Dès que tu sors un peu de la zone de confort, il se passe un truc magique. Et effectivement, quand je suis seul, j'atteins des trucs assez fous et du coup, je baigne dans cette magie. Avec mon fils, ça me met dans une densité qui... En fait, il serait censé m'amener vers ça, mais c'est très dur, je trouve, de garder en fait le cadre et le flow. J'ai beaucoup de mal. Il y a des moments où on y arrive et effectivement, je suis avec lui et là, je me dis, c'est des journées de ouf. Parce que tu sens que tu as suivi ce que lui voulait, tu as mis ton cadre, cette sécurité, cet amour et en même temps cet ordre. Et waouh, on a fait une journée incroyable. Il y a des moments où ça frictionne beaucoup parce que le cadre est trop restreint ou l'envie de flow de Santi, mon fils, est trop intense, trop importante par rapport à ce que je suis dans mon énergie de l'instant et là ça marche pas. Mais évidemment que cette invitation que les enfants ont est assez ouf par rapport à ça. Je crois qu'aussi moi ça me permet de me poser. C'est-à-dire que moi j'aime aller dans le flow et quand je suis seul je vais très loin, très haut, mais je perds un peu le lien avec la terre. Ou en tout cas avec une forme de vie, de réalité. J'ai tendance à m'échapper et aller dans un truc très mystique et très beau et waouh. Et Santi me ramène à la vérité, quoi. Genre moi je veux du chocolat le matin et toi tu dois prendre une décision très pragmatique de est-ce que c'est oui, est-ce que c'est non, tu vois. Putain, j'ai pas envie de ça et en fait si, il faut. C'est énorme. Et je trouve que ça nous apprend vachement justement de dealer avec le côté, moi je dirais, avec le côté artiste, créativité, créateur, etc., spirituel aussi, et avec le côté entrepreneur, papa, structurant, tu vois. Et en fait, pour moi, les deux sont comme le yin et le yang, tu vois, marchent ensemble. Si on veut aller dans une matérialité, mais qu'on est que dans l'artiste rêveur, du coup, on a plein de rêves, mais ils n'existent pas dans la matière. Et à la fois, si on est que dans le côté entrepreneur, structurant, etc., il y a des manifestations, mais elles sont comme pas vibrantes, elles ont pas ce, tu vois, ce peu rigide, c'est ça. Donc c'est vrai que c'est tout un chemin, je trouve, d'arriver à insuffler l'esprit, tu vois, dans la matière, et à la fois de créer une matière suffisamment ouverte pour que l'esprit puisse s'incarner. Et j'imagine dans la création de chansons, ça va être un petit peu pareil, parce que tu as une structure un peu dans laquelle tu essayes d'insuffler l'esprit de quelque chose. Moi, je fonctionne un peu à l'inverse, c'est-à-dire que j'essaie de faire entrer dans la structure des flows qui apparaissent. Et souvent, ma difficulté, elle est là, c'est que ma structure est trop rigide et que j'ose pas sortir de cette structure parce que mon parcours, parce que le monde... j'ai été connu d'une certaine façon et donc c'est vrai qu'il y a cette tendance à dire attends, il faut aller là pour que les gens continuent d'être avec moi. Et c'est challengeant
Parce que j'aime bien cette idée de jouer à ce jeu. Ouais. Je trouve ça hyper cool. Et il y a des moments où j'aimerais juste être dans ce flow et proposer par exemple du chant intuitif et oser être ça aussi. Parce que ça fait partie de ce que je suis. Toi, ouais. C'est juste que j'ai pas encore eu le courage de le faire publiquement. Ouais. Ou en tout cas, je l'ai fait dans des petits cercles. Et je me rends compte que ça crée quelque chose en moi complètement nouveau et que j'ai envie de l'honorer, ça aussi. Ouais, carrément. Ouais, c'est hyper beau. Et du coup, ton chemin en tant que papa, tu peux nous en parler un petit peu, du coup, c'est arrivé il y a 6 ans, je crois, c'est ça ? 6 ans et demi, ouais. 6 ans et demi, ouais. Et est-ce que tu t'attendais déjà à toutes les transformations que ça a amené ou... Bah, je sais pas si on projette autant, s'il y a des papas, mamans qui nous écoutent, qui nous regardent. En tout cas, moi, je me souviens que j'étais un peu inconscient, insouciant, tu vois. Je sentais que je voulais être papa depuis un peu toujours, avec la maman de Santi, avec Nat. C'était une évidence. Ouais. Mais je m'étais pas du tout projeté. Moi, j'avais pas. En fait, je m'étais projeté que dans les trucs, la mignonitude, un bébé dans mes bras, ce genre de trucs qui m'attiraient profondément. Le prendre soin. Je sentais qu'il y avait beaucoup d'envie de transmettre ma vision du monde et tout. Et j'avais complètement zappé qu'il allait avoir des difficultés. Moi, je l'avais pas du tout. Ouais, pas conscientisé trop. Et en fait, moi, j'ai vécu une grande crise. Une grande crise individuelle. J'ai mis beaucoup de temps à rentrer. Je crois que c'est encore une bataille en fait. Il y a quand même cette difficulté à remplir cette tâche de papa sans rentrer dans l'excès d'exigence, tu vois. C'est-à-dire que moi, c'était soit j'étais dans l'exigence totale, genre la perfection du papa, soit je fuyais le rôle du papa. Et du coup, il fallait que je sois seul, non, laissez-moi tranquille. Donc j'étais en crise pendant de nombreux, franchement quasiment 4 ans. Ouais. Ce que je te disais un peu. J'ai mis 4 ans à vraiment dire, en fait, Santi va m'amener quelque chose de ouf. Inclus-le vraiment. Et voilà, c'est un défi, c'est l'aventure, on y va. Et au début, c'était grande crise du temps, crise de l'attention, l'espace mental qui est chez moi assez important. Il fallait que je le partage là. Ouais. Et c'était ouf. C'était une grande crise et ça m'a amené par plein d'états. J'ai vécu plein de choses assez inconfortables, des émotions contradictoires. Des trucs assez où j'ai vu des choses assez sombres en moi et donc ça a été un beau chemin de les voir, de dire ok, ben ça fait partie de moi ça aussi. Merci à mon fils, merci de me permettre ça. Finalement il m'a permis de me mettre un coup de pied au cul, un petit pour que je sois encore plus qui je suis quoi. En fait quand j'étais dans cette projection de comment être le bon papa, je me rendais compte qu'il y avait plein de trucs qui apparaissaient qui ne m'appartenaient pas, qui étaient de l'ordre du monde, qui étaient de l'ordre de qu'est-ce qui est bien vu. Et justement, en venir vivre ici, loin de lui, pour moi, c'était être un bon père. Alors que pour les yeux du monde, c'était un abandon. Et peut-être que Santi vivra aussi un peu ça. Sauf que moi, je sais que ce que j'ai créé en venant ici, c'était le plus beau cadeau que j'avais envie de lui offrir. C'était, voilà, ça c'est moi, je suis ton père. Ma vie, je veux la vivre de cette façon. Et viens dans mon univers, je vais te montrer réellement qui je suis. Je vais pas jouer à un demi-papa. Un rôle, Le demi-papa qui accepte... des choses qui sont pas réellement peut-être ce que je suis, tu vois. Donc ça a été un périple, et puis surtout de le vivre avec sa maman, qu'on puisse échanger là-dessus, donc chemin initiatique. Et aujourd'hui je suis aligné, il y aura d'autres étapes, il y aura des nouvelles. Oui, c'est le chemin. Et quand je vois ce que je donne à Santi et ce qu'on lui donne avec sa maman aujourd'hui, ça me réconforte qu'il faut aller vers soi pour aller vers l'autre. C'est bizarre, obligé. Et c'est fou. Tu vois, pour être un bon père, limite, il faut que je sois un peu égoïste. C'est un peu chelou comme phrase, comme ça, dite comme ça. Mais derrière, je crois qu'il y a vraiment ce truc de... En fait, il a envie de voir qui je suis. Et voilà, je crois que c'est ça la vérité. C'est clair, mais ça me parle beaucoup. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est toujours... si on veut offrir quelque chose au monde, il faut d'abord qu'on fasse un aller-retour en soi. Parce que c'est comme si t'offres quelque chose... sans faire cet aller-retour, c'est comme si t'offres quelque chose qui est intellectuel, qui est un peu, du coup, qui manque de sens, qui manque de consistance, de vibration. Et dès que tu fais ce retour en toi, et qu'après tu l'offres depuis cet intérieur, je trouve que ça a beaucoup plus de valeur. Et du coup, moi, je trouve que ce que ça crée aussi, c'est beaucoup plus durable. C'est assez fou, mais tu vois, par exemple, dans notre entreprise, on a passé 2 ans, moi je passais 2 ans à essayer de lancer des choses de manière très intellectuelle, où je me dis mais c'est trop bien dans la tête, tu vois, et les gens savaient
ça se délitait assez rapidement. Ouais, Alors que dès que c'était genre waouh, mais je le sens en moi, tu vois, ça vibre, et je l'offre comme ça, et c'est comme si ces trucs-là, ils durent encore aujourd'hui. Ouais. Ça fait 2 ans après, ils existent encore. Mais je crois que ça a du sens si tu le vois en termes de dessin géométrique énergique. Si tu as un cadre, la vibration elle fait boum, elle s'arrête là. Ouais, c'est ça. Si tu enlèves le cadre et que tu la laisses vibrer, ça fait boum, et ça se répand, et ça s'insuffle dans la vie. Et effectivement, comme tu dis, il y a des choses qui perdurent dans notre création. Et ouais, c'est beau. C'est marrant, j'avais les images de, tu sais, quand t'as fait boum comme ça, des fleurs de vie, tu sais, qui se multiplient. Des dessins comme ça. Et moi, je visualise souvent un peu l'hologramme, la vie dans laquelle on est de cette façon, tu vois. J'essaie de rentrer dans cette espèce de... Attends, je suis une vibration, en fait. Je capte, j'en vois. Ouais. Si vraiment je conscientise ça et que je me dis... La croyance, elle m'amène à vibrer que jusque-là, alors que... on peut aller beaucoup plus loin. C'est clair. C'est complètement infini. C'est super beau. Et du coup, cette connexion avec... du coup, tu as écrit un livre aussi pendant tout ce temps dans la forêt et tout ça. Du coup, tu as connecté avec ce que tu appelles le maître des rêves. Comment ça s'est passé, cette connexion? Comment tu l'as nommé et commencé à discuter avec... Je crois que le maître des rêves, ça a été une façon pour moi de faire un pont un peu fantastique et qui puisse être compris en me cachant un peu derrière un côté un peu trop mystique et perché. Donc parce qu'en fait la vérité c'est que je connectais avec un canal, tu vois. Bah oui, partie divine de toi. Donc en fait comme la créativité, quand t'as ce truc qui vient, tu sais pas d'où ça sort et que tu vibres tellement différemment, t'as une puissance, une force, un amour pour la vie qui est ouf. Bah je me mettais dans cet état et donc je me levais pendant une longue période, je me suis levé très tôt, tu vois, 4-5 heures du matin et je me mettais dans les conditions du canal et j'écrivais de manière intuitive. Et donc, une grande partie de ce livre, ça a été des one-shots où j'avais quasiment les yeux presque fermés, tu vois, je regardais que le clavier. Au début, je le faisais en manuscrit et après, je me suis dit que ça allait être chiant de tout réécrire. Donc, je me suis mis sur l'ordi pendant une longue période et je canalisais avec ce personnage qui était une version de moi, en fait. C'est comme si je parlais avec mon futur moi, ou ma version la plus sage, ou le Dieu qui est en moi, tu vois. C'est ça. Et donc, comme mon idée c'était de retracer mon parcours d'évolution, ben, je me mettais face à telle situation, par exemple la parentalité, j'en parle, et j'avais comme les réponses. Je me dis bon, pourquoi je bloque, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et j'avais la réponse de mon maître spirituel qui était ni plus ni moins que moi, c'est ça. Ma source à moi. Donc je l'ai appelé le maître des rêves. Mais en gros, voilà, et ça partait, et au début, tu sais, des fois, tu t'écris, tu dis, c'est pas encore ça, et d'un coup, tu bascules dans le truc, et t'écris des choses, tu dis, mais d'où ça sort? C'est une évidence, et surtout, c'était très étrange quand je revenais à mon humanité d'humain, voilà, dans la matière et tout, et que je relisais, je dis, ouais, non, je vais trop loin. C'était pas grand-chose, mais je me disais, non, c'est incompréhensible, et ouais, c'était assez fou, ce maître des rêves, là, donc après, je lui ai fait un dessin, enfin, le dessin était venu avant le livre. Tout était un peu des choses qui étaient éparpillées avec ce livre. J'ai fait des dessins, de puzzle, des poèmes, et d'un coup c'était genre, attends, mais il y a un truc qui va se connecter là, je sens. Et j'ai fait chlonk, et ce livre est né comme ça un peu. Wow. C'est trop beau. C'était dur et beau, C'était dur d'écrire. C'était hyper initiatique, j'imagine. C'était dur parce que, voilà, comme on disait, la forme, le cadre, la structure, c'était le livre, et il fallait que ça soit compris, que ça puisse être lisible, que ça puisse être mis en forme. Et ça a été dur, cette partie, j'ai été beaucoup aidé par mes éditrices elles m'ont dit on te fait confiance, envoie-nous tes flots et elles ont ordonné, elles m'ont vraiment structuré le truc. C'est trop bien. Je trouve que c'est hyper structuré, puis c'est chouette aussi tous ces codes couleurs que tu as mis en place sur. C'était pas mon choix. Moi, c'était à la base, je voulais rester vraiment dans ce truc très chez père, où je voulais juste dire tiens voilà des bulles de rêve, tu vois, très conceptualisé, et elles m'ont aidé à le rendre lisible. Pour le grand public. D'accord. Pour les gens qui sont pas de cet univers, ou même pour qui y ait une lecture en fait. C'est ça. Donc elle me disait, là ça c'est super, là il nous manque un truc sur ça. Et donc là je disais, ok, pareil, je canalisais, je dis, ah oui, il manque ça. Ok. Génial. C'est là où on voit comment la structure aussi peut amener de corps à nos idées, à cette spiritualité, je trouve. C'est hyper puissant. Souvent, les gens qu'on accompagne, ils viennent et ils sentent que ils veulent pas trop aller dans la structure, en tout cas ceux qui sont vachement spirituels, parce que ils ont peur que ça les enferme, ou que ça les ferme dans un truc. Et moi, le premier, je pensais à ça. Et ce qui m'a fait changer d'avis, c'est Éloi. Parce qu'en fait, Éloi, il est arrivé,
et ben lui il mange tac, il fait la tétée là, il dort là à telle heure, il fait un truc et machin, et j'étais là, ma journée elle était planifiée quoi, alors que j'avais jamais planifié ma journée, mais même la nuit elle était planifiée, tu sais, les réveils de la nuit et tout. Et en fait je me suis dit waouh, mais ok, dans cette structure, comment moi maintenant je peux insuffler qui je suis, mon énergie, tout ça. Et c'est là où j'ai commencé à structurer beaucoup plus moi mes partages, mes manières de faire, et c'est là où tout a pris une ampleur beaucoup plus grande. Et c'est là où j'ai compris que la structure était comme au service finalement de mon ancrage. Moi de base, j'étais très très connecté, j'ai toujours été très connecté, j'ai toujours entendu communiquer, tout ça, ça a jamais. Enfin, mes parents étaient déjà reliés à ça. Donc en fait, pour moi, c'était une évidence que tout le monde était comme ça presque, tu vois. Et sauf que ça manquait de corps à ma vie, tu vois, vraiment à la structure. Et ça m'a permis de tout rassembler. Et depuis, les choses grandissent. C'est comme une maison. Après, tu vois, il y a des étages et ça grandit. C'est plus genre j'enlève, je remets, j'enlève, je remets. Ouais, tu vois. Même si l'instant présent est quand même là. Tu vois, c'est ça qui est, je trouve que c'est dans les notions, c'est pas évident parce que à la fois, si tu es dans l'instant présent, limite, il n'y a plus rien d'autre qui existe. Tu vois. Mais à la fois, tu es quand même relié à tout ce que tu as créé. Et parce que tu es dans l'instant présent, tu vas faire grandir tout ça. Et c'est un truc qui, je trouve que c'est pas évident à intégrer aussi. Moi, c'est un truc qui est récent aussi. C'est, en fait, la spiritualité, c'est quelque chose qui se vit dans la matière. Parce que sinon, on n'a rien à faire là. Ben ouais, sinon on peut la vivre là-haut. On peut retourner. Ouais, sinon on est un arbre, une plante, et on vit dans cet instant présent éternel. Et moi, je me suis vachement réfugié là-dedans pendant vraiment les premières années. Et j'étais un volatile, quoi. Effectivement, j'étais connecté constamment à des intuitions, à l'immatériel. Mon immatériel, ma connexion à moi. Et waouh, mais dans la matière, je maigrissais, je prenais pas soin de mon image, je prenais pas soin de ma vie. J'étais dématérialisé, j'étais hors sol. Et Santi m'a amené ça aussi. Genre, mec, en fait, t'es venu pour vivre la vie. Donc c'est dans la matière. Et je crois que les derniers steps que je suis en train de passer, c'est grâce au fait de dire non, mais j'ai plus peur de la matière, j'ai plus peur des gens, j'ai plus peur du monde, j'ai plus peur de la violence, j'ai plus peur des émotions, j'ai plus peur de ce truc qui est dense, qui est dur. En fait, la spiritualité, c'est là qu'on doit la vivre. Bah oui, carrément. Il faut y aller à fond, il faut affronter. Et c'est là que, comme tu dis, tu insuffles cette sagesse, ce canal, les pieds bien ancrés dans le sol et la connexion avec ce qui est plus immatériel. Carrément. Il y a des choses qui sont nouvelles, moi, depuis que j'ai intégré ça. Ouais, je fuis moins, en fait. Et oui. Moi, j'étais un grand fuyeur. De responsabilité, tu vois, justement, dans l'entrepreneuriat, c'était... Mes premiers pas dans l'entrepreneuriat, c'était dur parce que je fuyais les mails, je fuyais les responsabilités. J'étais face à des impayés parce que je voulais pas mettre les pieds dedans. Parce que non, mais vous me sortez de ma réalité spirituelle magnifique. Ça, c'est le monde d'avant. Tout est déjà là. Je divisais tout. Et en fait, non, le monde d'aujourd'hui, c'est insuffler la spiritualité dans cette matière. Pour que cette matière, elle prenne un sens encore plus magique, tu vois. Ouais, carrément. Et on a vécu un peu le même truc, j'ai l'impression que toi, à un moment donné, où tu connectes tellement fort à ça, à ce tout, en fait, qui est tellement vibrant, où il y a déjà tout qui est là, tu as l'impression que tu es réalisé déjà, et que du coup, tu te dis, mais en fait, à quoi ça sert de revenir dans cette société qui, en fait, ne vibre pas du tout ce que je viens de capter, et à force, du coup, de revenir là, aussi grâce à nos enfants, je trouve que ça nous permet de se rendre compte que plus on insuffle ça, plus on fait changer finalement la matière, ou plus finalement on spiritualise la matière, plus on l'amène à vibrer comme finalement comme elle vibre quand on connecte à là-haut, quoi. Et je trouve que du coup, dans aussi les discussions qu'on a ces derniers temps, c'est assez intéressant parce que au départ, nous c'était pareil, un peu du coup se retirer de la société, etc. Et maintenant, c'est beaucoup plus moi dans l'idée de insuffler maintenant cette énergie-là dans ce que je suis, dans la société, dans les réseaux d'aujourd'hui, dans les manières de communiquer d'aujourd'hui. Et du coup, s'inscrire aussi, j'ai l'impression que c'est un peu la démarche dans laquelle tu es aussi, s'inscrire en tant qu'artiste, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'être, quoi, dans la société d'aujourd'hui pour aussi insuffler cette énergie, quoi. Ouais, il y a ça beaucoup qui est apparu. Et je crois aussi de plus en plus l'envie d'arrêter de séparer le monde et le système et la spiritualité comme s'il y avait encore un monde des méchants et un monde des bons, tu vois. Et de comprendre que le monde violent dans lequel on est, c'est aussi un monde spirituel dans lequel le divin est en action. Et que
partir du moment où j'accepte que la diversité du divin amène l'expérience humaine à toutes sortes de vibrations, toutes sortes d'explorations, et que j'accepte que aussi ce qui est moche à l'extérieur existe en moi, ben je me dis, qu'est-ce que je fais de ça ? C'est mon expérience, c'est ma magie, donc maintenant, moi, je veux créer quoi de ça ? Je veux aller vers quoi ? Et je suis sorti un peu de cette envie de changer le monde aussi. Ouais. Un petit peu... en fait, je me dis, le monde, il est très bien comme il est. Et moi, le monde dans lequel je vis, finalement, il est de moins en moins violent parce que j'avance et que je mets moins d'attention sur ça. Et que je mets plus d'attention sur la beauté que peut être ma vie et l'expérience que je peux avoir. Elle est diverse, tu vois, du coup. Et ça, c'est vachement... moi, ça a amené de la paix. Beaucoup de paix. Comme si aussi, il y avait un truc qui m'aide en ce moment, c'est de me dire, mais en fait... oui, ça a beaucoup de sens de créer un monde meilleur, beaucoup de sens pour moi de faire les choses connectées au divin, mais aussi, on va nulle part et je sais pas vraiment où on va. Ouais, c'est clair. Accepter aussi que j'ai pas du tout la vérité, que je sais pas du tout où est-ce qu'on va. Ouais. Ça amène un peu de paix, dire, bon, en fait, ça amène de la paix, un peu plus d'insouciance, un peu plus de jeu, du coup. Dire, c'est pas très grave si je me plante et que moi aussi, de temps en temps, je tombe dans cette matière. Mon fils m'a aidé à ça. Tu sais, moi je séparais les mondes beaucoup. Et quand on a dû allaiter Santi, il y a eu un chemin qui nous a amené vers ce qu'on voulait pas. Et on a dû l'intégrer. Puis Santi est né, et puis on voulait pas, nous, d'un petit garçon, voiture, compétition, bagarre. Et on a eu un petit garçon qui a fait ça. Du coup, je me suis dit, mais attends, pourquoi je bataille avec la vie, moi ? Pourquoi je veux aller là alors que la vie... Non, englobe tout. Et Santi m'aide profondément à être libre, à être flexible. Et ma spiritualité, elle est dans la matière aujourd'hui de plus en plus. J'accepte de plus en plus d'être contradictoire. D'avoir des... Voilà. En fait, j'ai de moins en moins de valeur. Ma valeur, c'est vraiment l'instant et ce qui vibre. Et des fois, je vibre pas très haut. Et des fois, je suis très haut. Voilà. Et ça, je crois que c'est plus proche de la vérité que je veux vivre. Ça aussi. Décomplexer un peu aussi. Quand tu décomplexes, tu crées plus quitter, je crois aussi. Complètement. Ouais, en fait, t'incarnes toutes ces polarités, tout cet arc-en-ciel, quoi. Ouais, à fond. C'est aussi ça. Et c'est aussi beau, je trouve, d'arriver à l'incarner. Parce que souvent, c'est quand tu commences à être connu, quand tu commences à être suivi, t'as cette tendance à vouloir juste montrer le beau côté. Tu vois, moi, je le vois sur les réseaux, même, tu vois, les entrepreneurs, des choses comme ça, des coachs ou des accompagnants. Tu vois que le bon côté. Et après, tu les rencontres, tu vois qu'ils vivent une vie. Non, mais laisse tomber, personne n'en a envie. Mais il y a un truc où il y a un manque d'honnêteté, je trouve, qui est latent un peu. Et... c'est une peur, je pense. Je pense qu'on a peur de montrer ce que notre monde a mis du côté des méchants, tu vois. L'ombre, moi, j'ai de plus en plus envie de parler de l'ombre. Comme partie incluante du chemin qui va nous amener vers la lumière. Complètement. Je crois que j'ai jamais autant grandi que depuis que j'accepte des choses un peu moins belles. Enfin, je sais pas si c'est moins beau, mais en tout cas qui participe moins à mon idéal de la beauté. Et ça amène de l'humilité aussi, je trouve. Ça amène de la compassion pour justement ce que l'autre me renvoie. Je critique moins les gens, je juge moins l'autre sur sa noirceur depuis que j'ai accepté la mienne. Je suis plutôt maintenant de me dire... Ah, on est ensemble en fait. Et même les choses les plus horribles aujourd'hui, je me dis mais en fait, je suis ça aussi. Je le laisse pas vivre, je le laisse pas s'exprimer parce que mon chemin fait que ça vibre pas. Mais je peux comprendre les choses les plus atroces sans les accepter pour autant. Et ça, c'est depuis que j'ai accepté mes propres ombres, quoi. Tes propres zones d'ombre, C'est intéressant. Et justement, je finissais un vocal avant d'arriver là à quelqu'un qu'on accompagne. Et je lui disais ça, en fait, ce qui me venait, c'est que l'ombre est la mère de la lumière, en fait, tu vois. Et du coup, c'est comme, il y a cette histoire, je sais pas si tu connais Snatan, l'ange noir, entre guillemets. En fait, son job à Snatan, c'est de révéler la lumière des autres. Et du coup, c'est l'ange qui a, si tu veux, un peu le mauvais rôle, quoi. Voilà, il est là, et lui, le but, c'est de faire dans tous les autres anges blancs autour. Mais pas pour les ternir ou les noircir en réalité, mais pour justement qu'ils disent ah oui, c'est vrai que là il manque un peu de lumière, allez je mets la lumière ici. Et je trouve qu'on a souvent ce Snatan un peu à l'intérieur de nous, tu vois, et on l'a tous, et qui prend des fois la forme d'un mental, d'un ego, ou même de l'extérieur. C'est quelqu'un qui va nous faire ou tu vois, sur les réseaux on est vachement sur ça en ce moment, les commentaires tu vois super sympas et tout ça.
Et c'est vrai que je trouve que c'est plus facile aussi d'intégrer ce Snatan dans l'équipe, de dire en fait, ok, vous qui me renvoyez tout ça, vous faites partie de l'équipe, qui me permet de moi de dire ah oui, c'est vrai que là, cette part de moi, j'avais pas forcément mis trop d'amour là-dessus, je l'avais un peu laissé de côté. C'est intéressant, ouais. Là, quand tu disais ça, j'avais l'impression de voir aussi la globalité de ce que l'on peut être. Comme en fait, ça se trouve, on est plus d'ombre que de lumière au final, parce que Peut-être. en fait, plus on amplifie l'ombre, plus on en ramène de la lumière. Donc en fait, ouais, comme tu disais, ce Zlatan, il nous permet de connaître notre lumière en allant voir cette ombre. Là, je sais pas si j'ai pas réussi à le traduire très bien, mais finalement, ouais, chaque partie d'ombre est un potentiel de lumière, quoi, en fait. Complètement. Donc c'est trop bien. Plus on accepte qu'on a des zones qui peuvent être un peu dark, plus on va y faire émerger quelque chose de beau, je crois. C'est ça l'idée en tout cas qu'il y a derrière. C'est ça. Mais ouais, ça me parle trop. Et puis il y a une part aussi de vulnérabilité quand tu oses finalement parler ou montrer cette part d'ombre. Qui, dès le moment donné, j'ai l'impression que tu te montres dans cette vulnérabilité avec ça. C'est comme si la lumière s'incarnait déjà. Oui, tu vois. Tu mets le spot dessus, quoi. Et oui, c'est ça. C'est beau. C'est un chemin, je trouve, initiatique qu'on voit rarement sur Instagram ou sur les réseaux, je trouve, mais qui est hyper beau. Je trouve, moi, ça me parle beaucoup dans les retraites que tu as vécues avec moi. C'est vraiment vers ça que je veux aller de plus en plus. J'ai vraiment envie d'ouvrir cet espace où, quand on parle sexualité, quand on parle argent, quand on parle des zones d'ombre que l'homme peut avoir, je crois qu'en plus de la vulnérabilité, enfin, pour moi la vulnérabilité nous renvoie à la force, tu vois. Ouais, carrément. Et que je me dis, le monde dans lequel on autorise ça, c'est un monde moins pervers, c'est un monde moins manipulateur, moins violent. Du coup, tu lui laisses cet espace. Et je crois que les tensions qui nous amènent vers la perversion, vers les choses dures de ce monde, c'est parce qu'on leur a pas laissé de place. Et que du coup, ça crée une friction qui fait que quand elles sortent, ça explose. Il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de maîtrise, alors que c'est comme ce qu'on dit avec nos enfants. Tu as le droit de pleurer, tu as le droit d'être en colère. Mais fais-le dans un cadre où tu ne vas pas mettre en danger l'autre, où tu ne vas pas détruire la maison. Tu vois, tu peux être en colère, mais arrête de jeter tout partout. C'est clair. Et c'est hyper beau, parce que moi j'ai vraiment vécu ça où j'étais très introverti. Et du coup, toutes les émotions que je vivais, que je jugeais moi comme pas bonnes, et je les enfouissais. Tu vois. Et quand j'ai commencé à aller dans le monde du spectacle, il y a souvent ces cours de théâtre où tu joues avec les émotions. En fait, dès que j'allais dans la colère, et tous me disaient, wow, mais tu sais, il faut monter les niveaux d'émotion. Et quand t'arrivais à 10, mais moi j'étais genre. Et ils disaient, mais c'est incroyable, tu joues tellement bien le truc. Ouais, t'inquiète, tu vois, j'essayais de tout ressortir à ce moment-là. Et je me suis dit, waouh, mais c'est vachement intéressant, parce que du coup, c'était un cadre aussi vachement sécure pour moi. Et du coup, j'y allais à fond. Après, je finissais en pleurs, genre, tu sais, ça me vidait de tout ce que j'avais pas osé vivre. Et ça a été hyper thérapeutique au départ pour moi ce truc. Et aujourd'hui, du coup, je sens qu'il y a comme un chemin qui s'est créé à l'intérieur de moi maintenant où je sens comme des vases communicants un peu. Tu vois, dès que je sens que c'est un peu ok, là je sais que il faut que je mette mon corps en mouvement, que je bouge. Du coup, ça me permet de jouer un peu plus facilement. Bon, des fois, ça se remplit tellement vite que j'ai pas le temps, mais je me fais prendre comme tout le monde. Mais je trouve que ce jeu des émotions, de jouer avec, ça m'a permis de connecter un peu à ça. Le truc de la colère, là, quand tu parlais du théâtre, ça m'a parlé de fou. Moi, j'ai pas du tout exploré ça, mais depuis quelques temps, là, je me suis remis à faire du sport en salle. Et je sens que j'utilise cette énergie colère pour aller dans la force et lâcher des choses un peu et me motiver. Être en bataille avec cette partie-là et la laisser exister. C'est trop bien. Je trouve ça assez cool. Ça me fait penser, il y a 2 ou 3 ans, on a dû refaire toute notre piscine parce qu'en fait, elle était... c'était de la peinture, mais l'ancien propriétaire, il avait passé, chaque année, il mettait une couche de peinture. Il y avait 10 couches de peinture qui s'effritaient. C'était infernal. Du coup, on a dû tout refaire, j'ai tout poncé, j'ai passé 2 jours à poncer, et puis tout recarreler. Et en fait, on faisait ça le matin, c'était l'été, on commençait à 5h du matin, mais il faisait hyper chaud très rapidement. Et en fait, à ce moment-là, plein de choses dans ma vie avaient fait éveiller tellement de colère à l'intérieur de moi. Mais à la fois, c'est grâce à toute cette colère que j'ai réussi à carreler, à faire tout ça. Sinon, j'aurais jamais réussi. C'était inhumain ce que je devais faire. Mais en fait, c'était tellement le bon moment pour moi et la bonne énergie qui m'a permis de ça. Et je me rends compte que souvent, c'est quand j'ai des défis qui arrivent, ou défis financiers, ou défis à différents niveaux dans ma vie, il y a souvent des choses comme ça qui viennent m'activer, me piquer là-dedans pour que je me dise
putain, allez, vas-y, je le fais, tu vois. Mais sinon, je l'aurais pas fait. Je serais resté un peu dans le spirituel, hyper connecté. Dire, bon, je le ferai un jour, je sens que je le ferai un jour. Non, mais en fait, c'est maintenant, vas-y, tu vois. Du coup, encore un peu, comme on disait, l'ego au service. Ouais. Ça me parle beaucoup aussi. Ouais. Et du coup, ça me permet aussi de regarder ça dans une globalité et me dire que quand ça arrive, je me dis que tout arrive certainement pour une raison et je vois plus que ça arrive à moi ou contre moi, mais je me dis, ok, ça arrive pour moi, mais pourquoi? Des fois, je sais pas du tout. Donc, je me dis, je vais le découvrir, peut-être aujourd'hui, peut-être demain, peut-être dans un mois, mais je sais que c'est pour moi, il y a un truc pour moi là. Donc, du coup, j'arrive beaucoup plus à l'accueillir et ça monte moins comme un truc qui vient me contrôler, me paralyser, tu vois. Moi, j'adore cet exercice-là, cette gymnastique. Tu sais, tu parlais de la scène tout à l'heure et j'adorais, moi, sur scène, les imprévus. Ouais. J'adorais les trucs parce que je sentais que ma capacité à être moi, c'était justement ce flot d'improvisation. Ouais. Et j'adorais avoir l'espace à putain, il y a un problème. Et là, je m'engouffrais dans ce problème comme une opportunité et à chaque fois, il se passait des trucs magiques parce que tu te mets dans le flot de la vie. Tu vois, au lieu de te dire, ah putain, fais chier, il y a un problème, le son marche pas, il y a un truc qui couille, t'es contre la vie, t'es en fight, comme nous quand on a fait notre aventure, on était avec ces arbres. Soit tu dis, mais non, opportunité de fou, de s'amuser, de vivre un truc qui n'était pas prévu. Viens, on va s'engouffrer dans ce truc. Et évidemment que ça va être inconfortable, évidemment qu'il va y avoir de la vulnérabilité, du danger, mais tu prends un pouvoir à vivre de cette façon. Moi, je sais ce que j'essaie de mettre en place dans ma vie et ce que je veux inculquer à mon fils. Chaque fois, j'y regarde. La dernière fois, il pêchait, il y a eu un vent qui a emporté sa casquette préférée à l'eau et il l'a perdue. Ah ouais. Donc forcément, l'émotion de la colère et de la tristesse, elle est là et on ne peut pas la nier. Mais je lui dis, et très, très rapidement, je lui dis, regarde, il y a 2 jours, on était à Decathlon, tu voulais que je t'achète une autre casquette. Et je t'ai dit non, t'en as déjà une. Ah ouais. Il a du coup, cette casquette qui n'était pas possible, là, tu vas l'avoir parce que tu as perdu la tienne. Ouais. 10 minutes après, il y avait la mère des copains de Santi qui lui dit « Oh, mon pauvre chéri, tu sais quoi, la prochaine fois que tu viens à la maison, je te donne une casquette. » Et je lui dis « Regarde, la vie, si tu batailles pas, elle t'offre mieux encore. Tu as perdu ta casquette, et tu en as eu 2. Et tu vois, je vois bien que c'est compliqué pour lui parce qu'il est encore jeune, mais il a compris qu'il avait gagné 2 casquettes. C'est ça, il va le voir. Et je crois que la vérité de la vie, elle est là-dedans. C'est clair. Et il y a un truc aussi quand tu parles qui me dit de, tu sais, des fois d'oser faire le vide, d'oser vider un truc, tu sais, d'oser dire stop à quelque chose. Et c'est vrai que ça, moi, je l'ai vécu et on le vit encore souvent dans certains domaines de vie quand tu as envie que ça se transforme, qu'il y a quelque chose qui se transforme. On a peur d'aller vers le zéro, vers le néant, vers le voilà. Alors que moi, l'image que je donne souvent, c'est que en fait, le vide n'existe pas dans la nature. C'est-à-dire, tu prends une bouteille d'eau, tu vides la bouteille d'eau, il y a de l'air tout de suite qui rentre. Tu vois, et même si tu enlevais finalement l'air de la bouteille, il y aurait de l'éther, il y aurait de l'énergie toujours qui serait là. Et sauf que nous, souvent, on veut vider à moitié et re-remplir. Mais tu sais, imagine, tu veux du jus d'orange dans une bouteille d'eau, si tu la vides à moitié, tu vas avoir du jus d'orange à l'eau un peu chelou. C'est ça. Et c'est vrai que du coup, quand tu as cette foi, cette confiance, et puis tout simplement cette connaissance que la nature, elle te laissera jamais dans le vide, et du coup, ça te permet d'aller beaucoup plus dans un genre de saut de la foi, de dire, ok, ça, j'arrête tout, j'arrête ça, que ça ne vienne pas à moi, je vide le truc, et là, tout de suite, une nouvelle inspiration, un nouveau truc. C'est intéressant. Je trouve que c'est intéressant aussi par rapport à comment tu te positionnes dans la vie. Est-ce que tu veux le vrai jus d'orange entier, ou est-ce que tu veux un demi-jus d'orange? Et souvent, on dit tous qu'on veut le vrai jus d'orange entier, mais dans la réalité des faits, on ne le veut pas. En tout cas, il y a une partie de nous qui y résiste. Parce qu'on ne veut pas effectivement lâcher le verre d'eau, le demi-verre d'eau. Donc on fait un espèce de mélange, je dis, je suis pas satisfait de ma vie parce que c'est un faux jus d'orange que j'ai eu. Et effectivement, faire le vide complet de, ok, ça c'est plus d'actu. Certes, ça me rassure. Certes, c'est ce que j'ai vécu pendant 10, 20 ans, mais c'est plus moi. Et le nouveau, il peut arriver que si on enlève ça. Et ça, c'est une gymnastique qui est très dure quand c'est les premières fois qu'on le vit. Et quand tu as enclenché ça plusieurs fois dans ta vie, ça devient même limite un jeu de waouh, encore. Tu vois, moi, le premier grand saut, ça a été un peu les frérots. Oui. J'avais pas une inertie très longue de temps. Enfin, j'avais une expérience de vie qui était courte et intense. Donc le lâcher, c'était assez simple pour moi. Si j'avais eu 20 ans, peut-être que j'aurais galéré de ouf. Mais du coup, maintenant, j'ai enclenché des trucs comme ça. Là, je viens de vendre le rêve de ma vie, qui était cette maison dans la forêt. Et il y a eu de la résistance, mais je connaissais la mécanique. Je savais que là où je voulais aller, il fallait que je lâche ça. Et il y en a eu, il y en a tout le temps maintenant des choses qui se ressemblent. C'est trop chouette.
Tu peux nous parler un peu de ton chemin d'homme du coup, et ce qui t'a amené du coup aussi à créer ces retraites, cette connexion avec la masculinité, tout ça? Bah, ça a été un peu au moment de la séparation avec la maman de Santi, où j'avais cheminé de ouf spirituellement, j'avais incarné, j'avais voilà, créé la vie de mes rêves. Ouais. Et j'avais écrit mon livre. Avec le livre, pour moi, c'était une espèce de récap où je me dis, bon là, je suis allé là, j'en suis ici. Il y a tout qui s'ouvre maintenant. Ouais. Et je me suis retrouvé célibataire un peu et à me dire, putain, c'est marrant, l'exploration de la sexualité, je suis pas allé. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui me fait peur? Qu'est-ce qui fait que j'ai rejeté cette partie de moi? Il fallait que je me positionne en tant qu'homme aussi parce que j'étais papa et responsable d'un petit garçon. Et me dire, mais qu'est-ce que je vais lui transmettre sur ces sujets si tabous, et ouais. si importants, dont on parle peu. Et je me suis engouffré un peu de manière boulimique dans ce truc-là de ok, il faut que j'en apprenne plus sur moi, faut que... Et j'ai lu des livres et je suis allé faire le Mankind Project, qui est une connexion justement à des rites initiatiques d'hommes. Et ça s'est vraiment aligné sur l'envie de transmettre et je me suis dit que j'allais faire des retraites pour justement aligner mon parcours avec celui des autres et qu'on puisse créer des choses, des espaces assez cool justement où on peut vivre des trucs d'hommes, parler des trucs d'hommes. Moi ça me manquait un peu dans ma vie en fait on parle peu les hommes de toutes ces choses par rapport aux femmes qui ont un accès un peu plus direct. Ouais, carrément. Et donc ça a été ça et c'est un chemin qui est infini. Et voilà, c'est un peu ça, c'est vraiment de dire, putain, spirituellement, j'ai exploré pas mal de choses, et la sexualité, j'y suis pas allé, alors que c'est un pouvoir incroyable, alors qu'on sait que la sexualité est une des énergies les plus puissantes, voire la plus puissante. Ouais, c'est clair. Parce que ça crée la vie. Ça crée la vie quand même, ouais. Et que donc, il y a quelque chose de magique, et donc, ouais. Puis surtout, je voyais que j'avais fui. Ouais, t'es fui ce côté, ouais. J'avais peur du sombre, encore une fois. Parce que le monde, comme on n'en parle pas, on sait qu'il y a un truc qui est tabou. On sait que c'est tabou parce qu'il y a de la violence, il y a du dark, il y a de la perversion, il y a du viol, il y a de l'abus. Et donc il y a un rapport à la sexualité qui est wow, on va pas trop y aller parce que nous les gars, on nous a pas appris à nous connaître. C'est intéressant parce que du coup la phrase, c'est souvent on dit t'as peur de ta propre lumière, qui je trouve que c'est vrai, et à la fois j'ai l'impression qu'on a aussi t'as peur de ta propre ombre, qui finalement est ta propre lumière. Du coup, parce qu'en fait, c'est ça. T'as un potentiel de lumière qui est des fois même plus grand dans les ombres que tu regardes pas que dans la lumière que t'as déjà connectée à. Exact. Et je trouve que la sexualité, elle a vraiment, tu sais, t'as des sujets vachement tabous comme ça, la sexualité, l'argent, tout ça, que il y a vachement de part d'ombre avec ça, que quand tu vas dessus, t'as un potentiel de lumière qui est très grand. Et ouais, je trouve que c'est super beau en tout cas de faire ça avec des hommes et de créer ces cadres-là qui en fait existent encore très peu, quoi. En France, ouais, je crois que c'est assez faible. Les cercles de femmes, beaucoup. Ouais. Cercles d'hommes et ce genre d'espace, peu. Et je pense que le fait d'être papa, clairement, ça m'a connecté beaucoup à ça parce que le moment va venir où j'ai envie d'être là, présent, pour que mon fils puisse... En fait, c'est déjà le cas, il est déjà connecté à sa sexualité. Complètement. Puisqu'en fait, c'est pas un truc qui apparaît à 15 ans, comme on croit. Non, en fait, à partir du moment où un bébé naît, il a déjà un rapport à sa sexualité. La dernière fois, j'ai parlé avec des femmes et elles étaient étonnées quand je leur disais qu'un bébé a déjà des érections. Ils disaient, mais quoi ? Je dis, mais bien sûr, c'est un corps humain. Donc tu lui passes de la crème sur le bras, c'est sensible, son sexe va se réveiller. Il dit, mais non, c'est un truc de fou. Je dis, mais oui, c'est logique. Et donc en fait, moi mon fils a 5-6 ans, il est déjà en train d'explorer et justement je suis déjà présent pour lui dire, ok, mais il y a un cadre, tu peux faire des choses, il y a des choses qui ne peuvent pas se faire dans certains endroits. Et ça, je trouve ça cool parce que moi j'ai pas eu cet espace. Et donc je me dis, voilà, c'est une des motivations. Donc il faut que je nettoie ce que j'ai moi, que je me connaisse, que je transmute plein de choses pour que le moment où justement il y a des grands sujets, les premiers rapports sexuels, j'aimerais être là s'il a envie, tu vois. J'aimerais pouvoir l'accompagner. Et je pense assainir le monde, tu vois. Là, il y a quand même cette idée de responsabilité un peu qui revient. Ce côté, je sens que c'est un sujet qui est tellement dense que si mon fils, en tant que jeune garçon, il a des clés pour explorer sa sexualité d'une façon respectueuse et harmonieuse pour lui et pour ses partenaires, ça va être c'est beau. C'est cool. Ouais, c'est trop cool.
Et quel était ton rapport, toi, avec... parce que du coup, avant d'être parent, on est d'abord enfant, on a nos parents à nous, on vit une expérience avec eux, et on a un regard aussi sur l'expérience qu'on vit avec eux quand on devient parent. Tu vois, je trouve que c'est assez rigolo, parce que mon regard a changé un petit peu sur... moi quand je suis ado, mes parents, moi quand je suis jeune adulte, mes parents, et moi quand je suis parent à mes parents. Tu vois, je trouve que mon regard a changé. Et comment toi tu t'as jonglé, on va dire, entre en fait moi enfant avec mon père, ou par exemple j'ai vécu ça, du coup moi j'ai envie de faire ça pareil, j'ai envie de changer ça. Tu as eu ce questionnement aussi, ce positionnement? J'ai eu un positionnement miroir, effectivement, où je me suis vu beaucoup dire des phrases, poser des concepts de parentalité qui étaient ceux de mes parents. Et ça peut m'arriver encore. Et me dire, tiens, c'est marrant, pourquoi je dis ça, moi? Est-ce que ça m'appartient? Et donc de déconstruire, moi, ça m'a amené à l'humilité et à encore plus d'amour pour mes parents. Je crois que dans mon parcours, il y a eu, comme beaucoup, nos parents, c'est les dieux, et après on se détache, on les déteste. Tu vois, j'exagère, je grossis les traits. Et après, il y a cette espèce de ballottement dans l'âge d'adulte où on sent que faut qu'on se détache, en même temps on les aime, c'est nos parents. On sait pas trop. Et moi, la parentalité, ça m'a rapproché d'eux. J'ai eu énormément de compassion pour mes parents face à ma crise, en fait. Je me dis, mais moi, ce que j'ai vécu, ils ont forcément vécu un peu ça. Pareil, c'est clair. Alors, et donc, ce qu'ils m'ont donné, c'est ouf, en fait. Parce que moi, je vois que j'arrive pas à donner autant que eux, ils m'ont donné. Après, tu te rends compte de plein de choses sur le langage de l'amour. Moi, je pensais que mes parents, ils m'avaient jamais dit je t'aime parce que moi, je m'étais fixé sur le langage de l'amour, c'est les câlins et les mots. Parce que c'est mon langage. Et en fait, eux, ils ont un langage de l'amour que j'ai pas et qui est absolument ouf. J'ai 37 ans, mes parents, ils me montrent encore chaque jour à quel point ils m'aiment. Ils sont prêts à faire des trucs que moi, je me dis, est-ce que je suis capable de faire, tu vois, pour mon fils. C'est beau. Et donc, ça m'a amené beaucoup d'amour, beaucoup de compassion. Je les aime beaucoup plus. Je me sens encore plus proche d'eux depuis que je suis papa, Mais je sais que c'est pas évident pour tous les gens, tous les parents, jeunes parents. Parce que souvent, au contraire, on a ce truc de l'autorité parentale qui vient nous mettre un poids sur nous et on sent que il faut qu'on respecte leur vision de la parentalité que nous... Et souvent, je sens qu'il y a du conflit dans cette espèce de transmutation, de transmission. Moi, mes parents, ils sont hyper cool aussi. J'ai la chance qu'ils nous aient laissé être. Alors, bien sûr, ils sont arrivés avec leur expertise et leur vision, mais ils sont hyper cool. Et ça, c'est une chance aussi, de ne pas avoir ce poids de parents qui te disent non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est c'est comme ça. Nous, on n'a jamais créé de relation comme ça avec mes parents où ils m'ont laissé être ce que je voulais être. Donc là-dessus... Moi, c'est hyper beau ce qui s'est passé aussi dans mon devenir papa. Parce que du coup, il y a des choses que mes parents m'ont dit, que le fait de me voir en fait assez présent avec Éloi, par exemple, mon papa, c'est pas quelqu'un qui a été très présent, mais qui bossait beaucoup. Il était vachement dans ce truc de sécurité financière et d'essayer de subvenir à ça. Et du coup, c'est quelqu'un qui était assez absent pendant les années, qui est très présent aujourd'hui. Du coup, c'est rigolo. Et le fait de me voir aussi présent avec lui, je sens comme ça avait réparé aussi quelque chose, tu vois, en lui, de voir ça, de voir qu'en fait, il a donné un enfant qui sait, tu vois, être dans l'amour avec son fils et tout. Et ça a été super beau, parce que du coup, ça a réparé aussi en moi un peu le petit qui aurait envie que, tu vois, le papa, il soit un peu plus là. Et à la fois, du côté de ma mère, c'est pareil, ça a réparé d'autres choses, et qu'elle a osé me dire, ou tu vois, elle, c'est elle qui tenait plus la structure, du coup. C'est assez rigolo, mais elle avait vraiment ce truc où c'est elle qui faisait que le bateau, il gardait la direction, quoi. Parce que, c'était elle qui était un peu la femme au foyer, tu vois, qui était tout ça. Et à la fois, du coup, avec une rigidité, une structure des fois un peu trop grande. Et le fait aussi, moi, d'avoir fait mon chemin avec la structure, comme on parlait tout à l'heure, du coup, on est venu à discuter de ça. Ouais, c'est vrai que là, je ferai différemment aujourd'hui, tu vois. Cool, et c'est super cool, parce que du coup, je sens qu'en fait, comme on disait tout à l'heure, la paix que j'ai amenée en moi sur ces sujets, en fait que du coup, ça a amené une paix chez mes parents, et qu'il y a pu avoir des discussions comme ça qui se vivent. C'est beau. C'est vraiment magique. Ouais, on guérit. Moi aussi, je vois beaucoup ça. Je crois que devenir parent, c'est guérir son enfant intérieur au travers de ton propre enfant que tu as élevé. Et je crois, j'en saurai plus si un jour je suis papy, mamie, je suis grand-parent, je veux dire, grand-père. Mais je vois mes parents, j'ai l'impression qu'ils soignent le parent qu'ils auraient aimé être, qu'ils n'ont pas pu.
Moi, je vois l'amour qu'il donne à mon fils. Et je vois qu'ils guérissent un truc qu'ils n'ont pas pu lui donner parce qu'ils avaient le poids de la parentalité. Et ce qui est fou, c'est que de les voir aimer mon fils comme il l'aime, ça continue de guérir mon enfant intérieur qui peut-être s'est pas senti suffisamment aimé. Ouais, c'est ça. Et parce que je lui ai dit à ma mère cette année, je lui ai dit en fait, ce que tu donnes à Santi, tu me le donnes. Ouais. Quand tu l'aimes comme ça, c'est ça. C'est un truc que je reçois. Ouais, c'est une partie de nous. On a l'impression que moi j'adore ça aussi. Ouais. C'est super beau à voir et je me nourris beaucoup de ça et ça crée des liens. Nous, on parle pas beaucoup. Il n'y a pas une communication très profonde. Par moments, on y arrive, j'arrive à accéder et c'est assez éphémère. Mais dans les actes, il se passe beaucoup de choses. Ouais, beaucoup de paix, beaucoup plus de calme, beaucoup plus de sérénité depuis que j'ai un enfant. Dans ma relation à mes parents, eux, comment ils sont avec moi aussi. Il y a un respect et un amour qui est vraiment beau. Trop. Ouais. C'est trop chouette. Trop chouette. J'ai l'impression qu'on a fait le tour de plein de sujets. Ouais. T'auras envie d'un dernier truc, t'auras envie de partager ou une chose Une petite chanson, on peut finir en chanson. Ouais, grave. On peut finir comme on a commencé. Bah allez. Toi, t'as envie de dire quelque chose de plus ? Non, à part que du coup, je pense que en fonction des plateformes, on va mettre un petit peu les liens partout de ta newsletter, aussi du coup de ces aventures introspectives. Trop bien. Donc c'est aussi chouette. En fait, c'est des aventures qui en général durent une semaine. Ouais. Et elles sont un petit peu partout dans le monde, en fonction de là où tu as envie d'être. Ça pourrait être dans le monde entier, effectivement. Il n'y a pas de limite. Pour le moment, c'est destiné aux hommes. Parce que j'ai cette fibre-là, mais je sais que je vais ouvrir à du mixte. Parce que j'ai envie d'aller vers là aussi. Yes. Et j'ai envie de proposer plein de choses sur mon site, notamment. Ouais, c'est l'endroit où il faudra aller. Ça, l'aéroport, quoi. Ouais, l'aéroport. Les réseaux, c'est cool, mais sur le site, c'est le mieux, la newsletter. Ouais. Et me diversifier. Trop bien. Cool. Allez, Vincent. Allez. Check. Et donc toi, quand t'es sorti de la forêt, ce que tu disais que c'est Printemps éternel qui a été un single. Allez, il me lance. Allez. Printemps éternel, on en a parlé un peu hier soir, tous les trois. Ouais. C'est vraiment un canal où je voulais une chanson qui ait cette portée-là. Je voulais parler aux gens, je voulais amener un message nouveau et ça a été mon porte-parole. Ouais. S'il est un monde tout autour qui nous entend, ouvrons nos rêves de toujours, et pour toujours nos rêves d'enfant. Hey. Moi je rêve qu'un jour tout autour de moi s'éveille un nouveau monde, un genre qu'on connaît pas. Moi je rêve que pour toujours tout au fond de toi s'éveillent tous les pouvoirs, les rêves qui dorment en toi. Tous les pouvoirs, les rêves qui dorment en toi. Il est un monde autour qui nous attend, où se dessinent nos rêves en plus grand, comme si c'était écrit depuis la nuit des temps. Un nouveau jour se lève, tout autour s'élève. Il est un monde autour qui nous attend, où se dessinent nos rêves en plus grand, comme si c'était écrit depuis la nuit des temps. Un nouveau jour se lève, un nouveau printemps éternel. Yeah. Il est un monde dont on ne reviendra jamais. Yeah, 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 c'est Merci Joe. Bien, merci à toi. Merci à vous qui avez suivi. Yes, merci à vous. Trop bon moment, plein de choses arrivent. On a grande joie de vous transmettre tout ça tout bientôt. Merci à vous et puis à tout bientôt pour de nouvelles aventures. Yes. Ciao. Ciao.